Bonjour, chers auditeurs. Pendant 43 ans, j'ai cru connaître mon mari. Nous avons construit notre vie ensemble, brique par brique. Une modeste maison à 2 étages dans la banlieue de l'Ohio. 2 enfants adultes, 3 petits-enfants, et ce que je pensais être une base de confiance inébranlable. À 68 ans, j'avais gagné mes cheveux gris et le droit de profiter de ma retraite en paix. Du moins, c'est ce que je pensais. La première fissure est apparue un mardi matin de mars. Richard est descendu pour le petit déjeuner en portant de l'eau de Cologne. Pendant tout notre mariage, cet homme n'avait jamais mis d'eau de Cologne pour se rendre à son cabinet comptable. Réunion client, marmonna-t-il, évitant mon regard en saisissant sa mallette. Quelque chose se tordit dans mon estomac, mais je l'ai repoussé. Après 4 décennies ensemble, j'étais sûrement paranoïaque. Mais les signes se sont multipliés comme des mauvaises herbes. Des appels téléphoniques tard le soir qu'il prenait dans le garage. Des tournois de golf le week-end qui le laissaient bronzer à des endroits étranges. Son bras gauche bronzé, son droit pâle. Des reçus de restaurants où je n'avais jamais été, négligemment glissés dans ses poches. Quand je l'interrogeais à ce sujet, il soupirait lourdement comme si j'étais déraisonnable. Dîner d'affaires, Margaret, vous ne comprendriez pas. Je comprenais plus qu'il ne le réalisait. J'avais géré nos finances domestiques pendant des années pendant qu'il gravissait les échelons de l'entreprise. Je connaissais chaque compte, chaque investissement, chaque actif que nous possédions, et je commençais à remarquer des anomalies. Puis vinrent les fleurs. Pas pour moi. Jamais pour moi désormais. Mais je le surprenais au téléphone, baissant la voix. Oui, des roses. Les rouges. Vous savez lesquelles. La tendresse dans son ton était un couteau entre mes côtes. Quand m'avait-il parlé de cette manière la dernière fois? J'aurais pu le confronter alors. Une partie de moi le voulait, mais quelque chose me retenait. Un instinct aiguisé par des années d'observation, d'attente, de gestion. J'avais toujours été la personne stable, la planificatrice. Pendant que Richard courait après les promotions et les récompenses, j'avais fait fonctionner notre famille, maintenu notre foyer debout. Je n'allais pas faire de mouvement sans savoir exactement à quoi j'avais affaire. Alors, j'ai commencé à prêter plus attention. J'ai remarqué la façon dont il inclinait son téléphone quand il envoyait des SMS. Les mystérieux frais sur notre carte de crédit, bijouterie, boutique hôtel, vin cher, toujours avec du cashback, comme s'il essayait de cacher les montants. Pensait-il que j'étais aveugle ou juste stupide? Le point de rupture est survenu un jeudi soir début mai. J'avais préparé son dîner préféré, un rôti de bœuf avec des carottes et des pommes de terre, comme sa mère le faisait. Il y a à peine touché, poussant la nourriture dans son assiette comme un adolescent maussade. Margaret, dit-il finalement, posant sa fourchette avec un bruit sec et décisif. Nous devons parler. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé ma voix calme. À propos de quoi, mon cher? Il ne pouvait même pas me regarder. 43 ans de mariage, et le lâche ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Je veux divorcer. Les mots planaient dans l'air comme de la fumée. Je savais d'une certaine manière que cela allait arriver, mais l'entendre me fit l'effet d'un coup physique. Je vois, dis-je doucement. Et puis-je demander pourquoi nous nous sommes éloignés? Son discours préparé, sans doute, répété devant son miroir de salle de bain ou peut-être chuchoté à l'oreille d'une autre femme. Nous voulons des choses différentes maintenant. J'ai besoin d'espace pour me retrouver. Se retrouver. À 71 ans, Richard allait se retrouver. Je veux que ce soit facile, continua-t-il, sa voix prenant ce ton condescendant que j'avais appris à haïr. J'ai déjà consulté un avocat. Je suis prêt à être généreux. Généreux. Le mot me donnait envie de rire ou de crier. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Je prendrai la maison, dit-il, cochant des éléments sur ses doigts comme s'il lisait une liste de courses. La voiture, la Lexus, évidemment, les comptes d'épargne, le portefeuille d'investissement. Vous pouvez garder vos bijoux et vos objets personnels. Bien sûr, bien sûr. Quelle magnanimité. Et le chalet au bord du lac, ai-je demandé, ma voix à peine audible. Ça aussi. C'est à mon nom, après tout. Tout était à son nom. Je ne l'avais jamais remis en question auparavant. Pourquoi l'aurais-je fait? Nous étions partenaires.
Nous étions censés être une équipe. J'ai déjà fait rédiger les papiers, dit Richard, glissant un dossier Mani sur la table. Mon avocat dit que c'est juste. Plus que juste, en fait. Vous devriez probablement demander à votre propre avocat de les examiner. Mais Margaret, il a finalement croisé mon regard, et ce que j'y ai vu m'a glacé jusqu'aux os. Rien. Pas d'amour, pas de regret, pas de reconnaissance de la vie que nous avions partagée. Ne me combattez pas là-dessus. Ça ne fera qu'empirer les choses. Était-ce une menace? De la part de l'homme qui avait promis de m'aimer dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai baissé les yeux sur le dossier, mes mains tremblant légèrement. À l'intérieur se trouvaient les papiers qui effaceraient 43 ans comme s'ils n'avaient jamais existé. J'aurais besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit. Richard haussa les épaules. Prends une semaine, mais Margaret, je ne changerai pas d'avis. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise à la table de la cuisine, le dossier Mani non ouvert devant moi, et j'ai fait l'inventaire de ma vie. 43 ans de mariage. 2 enfants que j'avais élevés la plupart du temps seul pendant que Richard construisait sa carrière. Une maison que j'avais nettoyée, décorée et entretenue. Des repas que j'avais préparés. Des fêtes que j'avais orchestrées. La longue maladie de sa mère que j'avais gérée, assise à son chevet quand il était trop occupé par son travail, le sacrifice de ma propre carrière d'enseignante pour qu'il puisse accepter ce transfert à Cincinnati. Que avais-je à montrer? Légalement, apparemment rien. Tout était au nom de Richard. La maison, les voitures, les investissements, même le chalet au bord du lac que nous avions acheté ensemble il y a 15 ans. Je n'avais jamais pris la peine de vérifier le nom figurant sur l'acte de propriété. Pourquoi l'aurais-je fait? Nous étions mariés. Nous étions censés être partenaires. J'avais été tellement idiote. La peur est venue par vagues. À 68 ans, qu'étais-je censé faire? Recommencer? Trouver un appartement? Vivre avec les quelques miettes que Richard déciderait de me jeter. La sécurité sociale couvrirait à peine le loyer, sans parler de tout le reste. Je n'avais plus de carrière à reprendre, pas de revenus indépendants. Je m'étais rendu complètement dépendante d'un homme qui me jetait maintenant comme un journal d'hier. Mes mains tremblèrent alors que j'ouvrais enfin le dossier. Le langage juridique était dense, délibérément déroutant, mais l'essentiel était clair. Richard obtenait tout. Je recevrais une petite allocation mensuelle, à peine suffisante pour survivre, et c'était tout. 43 ans réduits à une bagatelle. Je devrais appeler un avocat, pensais-je. Me battre. Mais même cette pensée m'épuisait. Les batailles juridiques coûtaient de l'argent que je n'avais pas, et l'avocat de Richard serait de haut niveau, cher. Il m'enterrerait sous les papiers et les honoraires jusqu'à ce que je n'ai d'autre choix que d'accepter les miettes qu'il offrait, à moins que... Je me redresse, une idée commençant à prendre forme. Richard pensait que j'étais impuissante. Pensait que j'étais juste la petite femme au foyer qui ne comprenait rien aux affaires. Il m'avait traité avec condescendance pendant des années, rejetant mes opinions, tapotant ma main comme si j'étais une enfant. Mais il avait oublié quelque chose de crucial. Je n'étais pas stupide. Et je n'avais pas passé 43 ans à gérer un foyer sans apprendre à planifier, élaborer une stratégie et exécuter. Le lendemain matin, j'ai appelé ma fille, Jennifer. Maman, répondit-elle, surprise dans sa voix. Nous nous étions éloignés au fil des ans. C'était ma faute autant que la sienne. Est-ce que tout va bien? Ton père veut divorcer, dis-je simplement. Silence. Puis, quoi? Maman, non, il ne ferait pas ça. Il l'a fait. Il l'a fait. Jennifer, je dois te demander quelque chose, et je dois te demander d'être honnête. Ton père a-t-il semblé différent dernièrement quand tu lui as parlé? Une autre pause. Il était bizarre, admit-elle finalement, distraite. Et il y avait cette femme à sa fête de bureau le mois dernier. Je n'y ai rien pensé à l'époque. Mais quelle femme? Jeune, peut-être 35 ans. Elle ne cessait de lui toucher le bras, riant à tout ce qu'il disait. Il l'a présentée comme son associé, mais maman, la façon dont il se regardait. Voilà, la confirmation de ce que je savais déjà. Une partie de moi avait espéré que je me trompais.
Que peut-être il s'agissait vraiment de Richard se retrouvant ou de toute autre absurdité de crise de la quarantaine qu'il m'avait servi. Mais non, il y avait une autre femme. Bien sûr que oui. Maman. La voix de Jennifer craqua. Qu'est-ce que tu vas faire? Bonne question. Que allais-je faire? Je vais être intelligente, dis-je, surprise par l'acier de ma propre voix. Jennifer, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Ne dis pas à ton père que nous avons parlé. Ne lui dis rien. Peux-tu faire ça? Bien sûr. Mais. Et j'ai besoin du nom d'un bon avocat, pas un avocat spécialisé dans les divorces. Pas encore. Quelqu'un qui se spécialise dans les enquêtes financières. Peux-tu trouver ça pour moi? Enquête financière? Maman, qu'est-ce que tu prépares? J'ai regardé les papiers du divorce étalés sur ma table de cuisine, la maison que j'avais transformée en foyer, la vie que j'avais construite, seulement pour qu'elle me soit volée. Je prévois, dis-je lentement, de découvrir exactement ce que ton père a caché. Parce que Jennifer, en 43 ans de mariage, j'ai appris une chose. Quand un homme veut soudainement partir avec tout, c'est parce qu'il a peur de quelque chose. Et je vais découvrir quoi. Après avoir raccroché, je me suis assise dans la cuisine silencieuse et je me suis laissé ressentir. La peur, la colère, le chagrin. Je me suis donné exactement 10 minutes pour pleurer. Puis j'ai séché mes yeux, fait une cafetière de café fort et me suis mise au travail. Jennifer a rappelé dans les 2 heures avec un nom. David Chen, un comptable judiciaire qui avait aidé son ami lors d'une dissolution de partenariat commercial compliqué. Il est cher, maman, a-t-elle averti. Mais il est bon. J'ai utilisé de l'argent de mon compte personnel, celui que Richard m'avait laissé pour les dépenses ménagères, pour payer la consultation. Le bureau de Monsieur Chen était au centre-ville de Cincinnati, un gratte-ciel élégant qui me faisait me sentir petite et vieille. Mais quand il m'a serré la main, ses yeux étaient gentils. Madame Patterson, dit-il, désignant une chaise. Racontez-moi tout. Je l'ai fait. La demande de divorce soudaine, les papiers donnant tout à Richard, mes soupçons concernant une autre femme. Quand j'ai mentionné les anomalies financières que j'avais remarquées, il s'est penché en avant, intéressé. Avez-vous accès aux relevés bancaires, aux relevés de carte de crédit? Je gère notre compte familial, ai-je dit. Mais Richard a plusieurs comptes auxquels je n'ai pas un accès direct. Je vois juste les virements quand il déplace de l'argent. C'est suffisant pour commencer. Le sourire de Monsieur Chen était acéré. Madame Patterson, avant d'aller plus loin, je dois être honnête avec vous. Si votre mari cache des actifs ou se livre à une faute financière, trouver des preuves prendra du temps, et cela pourrait devenir inconfortable. Il remarquera que vous cherchez. Êtes-vous prête pour cela? L'étais-je? J'ai pensé aux yeux froids de Richard de l'autre côté de la table, à son ton dédaigneux, à la façon dont il m'avait déjà effacé de sa vie. Oui, ai-je dit. Je suis prête. Cette nuit-là, Richard rentra tard, sentant un parfum qui n'était pas le mien. Il me trouva dans le salon, les papiers du divorce sur la table basse. Enfin prêt à signer, demanda-t-il, souriant même. Je levai les yeux vers lui, cet étranger portant le visage de mon mari, et lui rendis son sourire. En fait, dis-je doucement, j'ai quelques questions d'abord sur Meridian Consulting. La couleur quitta son visage. Comment tu? Il s'arrêta, se ressaisit. C'est juste une petite entreprise. Rien à voir avec le divorce. Vraiment? Je gardai ma voix légère, innocente, parce qu'il semble que beaucoup de notre argent y soit allé dernièrement. Le masque de Richard glissa. Juste un instant, je vis la peur traverser son visage. Puis la colère la remplaça. Tu as fouiné. Sa voix était dure maintenant, menaçante. Fouillé dans mes papiers personnels. Nos papiers, je corrigeai doucement. Nous sommes toujours mariés, Richard. État de propriété communautaire, tu te souviens. Il fit un pas vers moi, et je me forçai à ne pas broncher. Margaret, dit-il, tu fais une erreur. Une grosse. Signe les papiers. Accepte l'accord que je te propose. Ne rends pas ça moche. Ou quoi, demandai-je. Il ne répondit pas. Mais le regard dans ses yeux me dit tout ce que j'avais besoin de savoir.
La guerre avait commencé. Le lendemain matin, j'ai moi-même déposé une demande de divorce, non pas selon les conditions de Richard, mais avec mon propre avocat, une femme intelligente nommée Patricia Holloway, spécialisée dans les divorces à fort patrimoine. Lorsque les papiers ont été remis à Richard à son bureau, j'étais au bureau de Monsieur Chen en train de signer des documents qui gèleraient tous les comptes conjoints et déposeraient des plaintes formelles concernant les irrégularités de Meridian Consulting. Richard est rentré à la maison ce soir-là comme un orage. Il n'a pas frappé, n'a pas appelé, a juste claqué la porte si fort que les fenêtres ont tremblé. « Qu'est-ce que tu penses faire, bon sang ?» a-t-il crié, faisant irruption dans la cuisine où je préparais calmement le dîner. « Je me fais une salade », ai-je dit. « Tu en veux une ? Ne joue pas avec moi, Margaret. » Son visage était rouge, une veine pulsait sur son front. « Tu as gelé les comptes. Tu as déposé des plaintes auprès de mon cabinet. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ? J'ai toutes les idées. J'ai posé mon couteau et je me suis tourné vers lui. J'ai protégé ce qui est légalement mien, ce qui est légalement le nôtre. Il n'y a plus de nous. Il criait maintenant, complètement hors de contrôle. Je divorce de toi. Ces comptes, cet argent, c'est à moi. Je l'ai gagné. Nous laisserons le tribunal en décider. Un instant, j'ai cru qu'il allait vraiment me frapper, son poing serré, tout son corps tremblant de rage. Mais il se reprit, fit un pas en arrière. « Tu vas le regretter, » dit-il, sa voix tombant à quelque chose de plus calme et beaucoup plus dangereux. « J'ai des avocats, Margaret. Des bons. Ils te ligoteront au tribunal pendant des années. Tu dépenseras chaque centime que tu as à me combattre. Et tu perdras quand même. Peut-être, ai-je dit, ou peut-être que le tribunal s'intéressera beaucoup à l'endroit où 200 000 $ d'actifs conjugaux ont disparu. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu ne peux rien prouver. » « Je ne peux pas. » J'ai souri. « Richard, je gère les finances du ménage depuis 43 ans. As-tu vraiment cru que je ne remarquerais pas les schémas, les virements, la fausse société de conseil ?» Avant qu'il ne puisse répondre, la sonnette retentit. La tête de Richard se tourna vers le son. « Tu attends quelqu'un ?» ai-je demandé innocemment. Je savais déjà qui c'était. J'avais vu sa voiture arriver, une BMW rouge, tape à accent grave, l'œil est neuve. Comme Richard ne bougeait pas, je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte moi-même. Elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé. Pas 35 ans comme Jennifer l'avait deviné, mais peut-être 40. Blonde, soigneusement maquillée, vêtue d'une robe qui coûtait plus que mon budget mensuel de course. Elle me regarda avec quelque chose entre la pitié et le mépris. « Vous devez être Margaret, » dit-elle. « Je suis Vanessa Caldwell, l'amie de Richard. »« Amie ?» ai-je répété. « Comme c'est gentil. Veuillez entrer. Je préparais juste le dîner. Il y en a beaucoup. » Vanessa regarda au-delà de moi Richard, la confusion traversant son visage. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Clairement, la femme lésée était censée pleurer, crier, s'effondrer. Margaret, commença Richard, mais je le coupai. Non, non, laissez-la entrer. Je pense qu'il est temps que nous parlions tous, n'est-ce pas? Vanessa entra, ses talons claquant sur le parquet que j'avais poli hier. Elle se rapprocha de Richard, territoriale, marquant sa revendication. Richard m'a dit que vous étiez difficile à propos du divorce, dit-elle, sa voix dégoulinante de fausse sympathie. Je voulais venir ici de femme à femme et vous aider à comprendre. C'est pour le mieux. Vous et Richard vous êtes éloignés. Vous pouvez sûrement le voir. Ce que je peux voir, ai-je dit calmement, c'est que mon mari a détourné de l'argent de son cabinet et caché des biens matrimoniaux pour financer sa crise de la quarantaine. Ce que je peux voir, c'est que vous êtes complice de fraude. La question est, saviez-vous pour les crimes financiers, ou vous contentiez-vous de profiter des dîners coûteux et des bijoux? Le visage de Vanessa devint livide. Quoi? Je ne. Le collier que vous portez, ai-je continué. Cartier, si je ne me trompe pas, acheté il y a 4 mois avec de l'argent de Meridian Consulting, qui est financé avec de l'argent que Richard a volé à notre mariage et peut-être à son employeur. Cela vous met techniquement en possession de biens volés. Vous êtes folle, siffla Vanessa. Mais sa main alla à sa gorge, touchant les diamants. Le suis-je? Nous verrons ce que les autorités diront.
Richard attrapa le bras de Vanessa. Nous partons maintenant. Excellente idée, ai-je dit. Oh, et Richard, les serrures seront changées demain. C'est aussi ma maison, et je ne me sens pas en sécurité avec vous ici. Mon avocat dépose une ordonnance de restriction. Si vous avez besoin de vos affaires, elle organisera une visite supervisée. Vous ne pouvez pas faire ça. En fait, je le peux. Consultez vos avocats coûteux. J'ai tenu la porte ouverte. Au revoir, Richard. Vanessa. Ils partirent, les talons de Vanessa claquant frénétiquement, les jurons de Richard flottant dans l'air du soir. J'ai fermé la porte, les verrouillé et je m'y suis appuyé. Puis, enfin, je me suis laissé trembler. Les 3 jours suivants furent un flou. J'ai changé les serrures. J'ai déposé l'ordonnance de restriction. Je me suis installé dans la chambre d'amis et j'ai à peine dormi, sursautant au moindre bruit. L'avocat de Richard a envoyé des lettres menaçantes. Vanessa a laissé des messages vocaux désagréables me traitant d'amère, de pathétique, de vieille femme triste s'accrochant à un mariage mort. Peut-être que j'étais tout ça. Mais je n'abandonnais pas. Le 4e jour, Jennifer est venue avec des courses et de la soupe. « Maman, dit-elle en me prenant dans ses bras. Tu as besoin de te reposer. Tu as l'air épuisé. » Elle avait raison. J'étais à bout. Adrénaline et café et pure obstination. Prends quelques jours, a-t-elle insisté. Laisse les avocats gérer les choses. Tu as fait assez. Alors je l'ai fait. J'ai dormi. J'ai mangé. Je me suis assise dans mon jardin et j'ai regardé les oiseaux et j'ai essayé de ne pas penser à Richard ou à Vanessa ou à la bataille à venir. J'avais besoin de reconstruire ma force parce que je savais que ce n'était pas fini. Loin de là. L'appel est arrivé un mardi matin ensoleillé. J'étais dans le jardin en train d'ébourgeonner les roses quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Bonjour, Margaret. Une voix de femme, douce et professionnelle. C'est Diane Morrison. Je suis l'avocate de Richard. Je me suis redressé immédiatement, sur mes gardes. J'ai une avocate, mademoiselle Morrison. Vous devriez lui parler. Bien sûr. Bien sûr. Je pensais juste que nous pourrions avoir une conversation, de femme à femme. Hors dossier. Rien n'était jamais hors dossier avec les avocats. J'écoute. Richard se sent terrible de la tournure des événements, a-t-elle dit, sa voix dégoulinante de fausse sympathie. L'ordonnance de restriction, les comptes gelés, tout est devenu si laid. Il veut arranger les choses. Vraiment? Il est prêt à offrir un règlement beaucoup plus généreux, la maison, par exemple. Il est prêt à vous laisser y rester jusqu'à 1 an pendant que vous décidez de vos prochaines étapes. Et il augmentera considérablement le soutien mensuel. Tout ce que vous avez à faire est de retirer les plaintes pour fraude et de signer l'accord révisé. Voilà. L'appât, la tentation. 1 an dans ma maison, plus d'argent, la fin du stress, des nuits blanches et de la peur constante. Tout ce que j'avais à faire était de laisser Richard s'en tirer après m'avoir volé, après avoir volé son entreprise. Après avoir volé tous ceux qui lui avaient fait confiance. C'est très généreux, ai-je dit prudemment. N'est-ce pas, Margaret? Entre nous, combattre cela ne vous fera que du tort. Richard a des ressources. Il peut faire traîner cela pendant des années. Les frais de justice à eux seuls vous ruineront. Pourquoi ne pas accepter la victoire et passer à autre chose dans votre vie? J'y réfléchirai, ai-je dit. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Cette offre expire vendredi. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté dans mon jardin, cisaille à la main, et j'ai ressenti l'attraction. La facilité, le chemin de la moindre résistance. Puis j'ai pensé au visage suffisant de Vanessa, aux yeux froids de Richard, à la façon dont il avait tranquillement prévu de me laisser sans rien après 43 ans. J'ai appelé Patricia Holloway. Ils essaient de régler, lui ai-je dit. Avec des conditions. Laissez-moi deviner. Ils veulent que vous abandonniez l'enquête pour fraude. Comment saviez-vous? Parce que Richard a peur, Margaret. Vraiment peur. Son cabinet a commencé sa propre enquête interne. Si vous abandonnez votre plainte, tout disparaît tranquillement. C'est de cela qu'il s'agit. Et si je ne l'abandonne pas?
Une pause. Alors ça devient plus désordonné, plus laid. Mais vous les avez sur la défensive. C'est bien. Ce soir-là, Jennifer est venue avec des plats à emporter. Mais elle n'était pas seule. Mon fils Marcus était avec elle. Je ne l'avais pas vu depuis des mois. Il vivait à Seattle, travaillait dans la technologie, rentrait rarement à la maison. « Salut, maman. » dit-il en me prenant dans ses bras. Jen m'a dit ce qui se passe. Je suis monté dans un avion. Quelque chose dans ma poitrine s'est fissuré. Tu n'étais pas obligé. Si, je l'étais. Papa fait le con et tu as besoin de renfort. Pendant le dîner, je leur ai tout raconté. La fraude, l'argent caché, Vanessa, les menaces. Ils ont écouté, leur visage s'assombrissant. Il ne s'en sortira pas comme ça, dit Marcus fermement. Maman, quoi que tu aies besoin, avocat, argent, un endroit où rester si ça en vient là. Nous sommes là. J'ai une amie analyste financier, a ajouté Jennifer. Je lui ai déjà demandé d'examiner les documents que vous avez donnés à Monsieur Chen. Elle dit que l'affaire est solide. Tu as dit à quelqu'un. Quelqu'un en qui j'ai confiance. Maman, tu ne peux pas faire ça seule. Laisse-nous t'aider. Cette nuit-là, après leur départ, je me suis assise dans ma maison silencieuse et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. L'espoir. Non pas parce que je pensais que ce serait facile, mais parce que je n'étais plus seul. Le lendemain, l'avocate de Richard a rappelé. Madame Patterson, avez-vous eu l'occasion d'examiner notre offre? Oui, ai-je dit, et la réponse est non. Silence. Puis Margaret, je vous conseille vivement de reconsidérer. Cela ne se terminera pas bien pour vous. Peut-être pas, mais ça ne se terminera pas bien pour Richard non plus. Vous faites une erreur. C'est mon choix. J'ai gardé ma voix calme, posée, sans colère, sans peur. Autre chose, mademoiselle Morrison? Elle raccrocha sans un mot. 2 jours plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Tu aurais dû accepter l'accord. Tu le regretteras, Vanessa. Ça devait être elle. Je l'ai montré à Patricia, qui l'a immédiatement déposé comme preuve de harcèlement. Ils sont secoués, dit-elle avec satisfaction. Bien. Laissez-les transpirer. Mais je savais que ce n'était que le premier coup de semonce. Richard et Vanessa se regroupaient, observant, planifiant leur prochain coup. Bien. Qu'ils planifient. J'avais mes propres plans. Ce dimanche-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allé à l'église, pas pour la religion exactement, mais pour la communauté. Je me suis assise au dernier banc et j'ai écouté le sermon sur la résilience et la foi. Et après, 3 femmes différentes sont venues me demander comment j'allais. Les nouvelles voyagent vite dans les petites communautés. Elles savaient pour le divorce. Certaines me regardaient avec pitié, mais d'autres, celles qui avaient traversé leur propre bataille, me regardaient avec compréhension. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Margaret, appelle, dit Ruth Henderson en me serrant la main. Elle avait divorcé de son mari infidèle 20 ans plus tôt. Ne les laisse pas t'épuiser. Je ne l'aurais pas fait. J'en avais fini d'être épuisé. Ils sont venus un mercredi soir, juste au moment où le crépuscule s'installait sur le quartier. Je lisais dans le salon quand j'ai entendu frapper, doucement, presque apologétique. À travers le Judas, j'ai vu Richard seul cette fois, du moins, c'est ce qu'il semblait. Il arborait son visage sincère, celui qu'il utilisait pour s'excuser d'avoir manqué le dîner ou oublié un anniversaire. J'ai ouvert la porte mais j'ai gardé la chaîne. Richard. Margaret. Il a essayé un sourire. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais 5 minutes, c'est tout. Chaque instinct me hurlait de ne pas le laisser entrer, mais la curiosité l'emporta. Je voulais voir quel jeu il jouait maintenant. J'ai déverrouillé la chaîne. Il est entré et j'ai vu un éclair de mouvement derrière lui, Vanessa, sortant de l'endroit où elle se tenait, juste hors de vue. Bien sûr, ils avaient planifié ça ensemble. Que fait-elle ici, ai-je demandé, ma voix froide. Nous voulions tous les deux vous parler, a dit Richard, son ton apaisant. Margaret, nous avons tous dit des choses sous le coup de la colère,
fait des choses. Mais ça ne doit pas être comme ça. Nous pouvons mettre fin à cela civilement. Vanessa se rapprocha de lui, et je vis quelque chose que j'avais manqué auparavant. Une bague à sa main gauche. Grande, ostentatoire. Une bague de fiançailles. Vous êtes fiancé, ai-je dit d'un ton neutre. Oui, Vanessa leva le menton. Richard et moi nous marions dès que le divorce sera prononcé. Comme c'est charmant. Félicitations pour votre fiancé, l'escroc. La mâchoire de Richard se crispa. Je ne suis pas un escroc. C'est ridicule. Margaret, vous vous ridiculisez avec ces accusations. Mon cabinet a enquêté et n'a rien trouvé d'anormal. Parce que vous n'avez pas encore été pris. Écoutez-vous. La voix de Vanessa monta, stridente. Vous êtes une vieille femme amère qui ne peut pas accepter qu'elle soit remplacée. Richard a essayé d'être gentil, a essayé de vous donner une sortie digne, et vous en avez fait un cirque. Digne. J'ai ri. Prendre tout ce que j'ai passé 43 ans à construire est digne. Vous n'avez rien construit. Vanessa a claqué. Richard l'a construit. Sa carrière, son argent, son succès. Vous étiez juste là. À préparer les repas et à plier le linge. N'importe qui aurait pu faire ça. Les mots étaient destinés à blesser, et ils l'ont fait. Mais je m'y attendais. C'est ce que vous pensez, ai-je demandé doucement. Que d'élever des enfants, de gérer un foyer, de soutenir un conjoint. Ce n'est rien. Ce n'est pas rien, interjeta Richard, essayant de reprendre le contrôle de la conversation. Vanessa ne voulait pas dire. Je voulais dire exactement ce que j'ai dit. Le masque de Vanessa était tombé complètement maintenant. Je pouvais voir le mépris dans ses yeux, le triomphe. Elle pensait qu'elle avait gagné. Vous êtes pathétique, Margaret, vous vous accrochez à un homme qui ne veut plus de vous. Vous inventez des mensonges sur la fraude et le vol parce que vous ne pouvez pas accepter la vérité. Richard vous a dépassé. Vous êtes de l'actualité dépassée, un modèle d'hier, et vous êtes quoi? L'actualité de demain. J'ai gardé ma voix égale. Dites-moi, Vanessa, Richard sait-il que vous étiez mariée quand vous avez commencé votre liaison, ou que votre divorce de votre dernier mari a impliqué des accusations d'irrégularité financière? Son visage devint livide. Comment saviez-vous? J'ai fait mes devoirs. J'ai regardé Richard. Elle ne vous a pas dit qu'elle avait un schéma? 3 relations précédentes avec des hommes mariés riches. Que son vrai nom n'est pas Vanessa Caldwell, mais Vanessa Kim, qu'elle l'a changé après que la femme de son dernier petit ami l'ait poursuivi en justice. C'est un mensonge, cria Vanessa. Richard? Elle invente tout ça. Mais Richard la regardait avec des yeux nouveaux. Incertitude. Doute. J'ai insisté. J'ai les dossiers du tribunal, Richard. Sa véritable identité, son histoire. C'est une escroque, et vous êtes sa cible. Vous me siffla Vanessa, se jetant sur moi. Richard attrapa son bras. Vanessa, arrête. Elle ment. Peut-être. La voix de Richard était froide maintenant. Mais peut-être pas. Nous en discuterons plus tard. Il se tourna vers moi et je vis le calcul dans ses yeux. Ce n'était pas une réconciliation. Ça ne l'avait jamais été. Ils étaient venus pour m'intimider, me briser, me forcer à la soumission. Mais ça n'avait pas marché. Dernière chance, Margaret. Dit Richard. Abandonne les plaintes pour fraude. Accepte le règlement. Par avant que cela ne nous détruise tous les deux. Ou quoi, ai-je demandé. Ou je m'assurerai que vous perdiez tout, la maison, l'argent, votre réputation. Je traînerai votre nom dans la boue jusqu'à ce que personne dans cette ville ne vous regarde. Je ferai en sorte que vos enfants choisissent leur camp. Sortez. Ma voix était calme mais ferme. Ils me regardèrent tous les deux. Sortez de chez moi maintenant avant que j'appelle la police et que je signale que vous avez violé l'ordonnance de restriction. Pendant un instant, j'ai cru que Richard allait refuser. Mais ensuite, il a attrapé le bras de Vanessa et l'a tiré vers la porte. Vous le regretterez, dit-il. Peut-être, ai-je répondu. Mais pas autant que vous. Ils sont partis, la voix en colère de Vanessa s'est estompée alors qu'ils marchaient vers leur voiture.
J'ai fermé la porte, les verrouillé et je m'y suis appuyé. Mon cœur battait la chamade. Mes mains tremblaient. La peur me traversait. La peur de ce que Richard pourrait faire, jusqu'où il pourrait aller. Mais sous la peur, il y avait quelque chose de plus fort. La détermination. Ils m'avaient montré leur vrai visage. Leur masque était tombé. Et maintenant, je savais exactement ce que je combattais. Pas pour de l'argent, pas même pour la justice, pour la dignité, pour la vérité. Pour chaque femme à qui on avait dit qu'elle n'était qu'une femme au foyer, que ses contributions n'avaient pas d'importance. Je ne reculais pas. Pas maintenant, jamais. L'audience était prévue un mardi matin début septembre. 6 mois après que Richard ait demandé le divorce, nous nous faisions enfin face au tribunal. J'avais à peine dormi la nuit précédente, mais j'étais prête. Patricia m'avait parfaitement préparé. Monsieur Chen avait constitué un dossier en béton armé, et j'avais autre chose. La vérité. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé, presque intime. Richard était assis à la table des défendeurs avec ses avocats, 3 d'entre eux, tous en costume coûteux. Vanessa était assise dans la galerie, la main protectrice sur son ventre. Enceinte, bien sûr. Une autre manipulation, une autre tentative d'attirer la sympathie. La juge Maria Santos a pris son siège. Une femme d'une 50aine d'années sans fioriture, avec des yeux perçants qui ne manquaient rien. Commençons, dit-elle. Patricia s'est levée, calme et professionnelle. Votre honneur, cette affaire ne concerne pas seulement un divorce. Elle concerne une fraude systématique, la dissimulation d'actifs conjugaux et la tentative de vol de biens communautaires. L'avocat principal de Richard, un homme aux cheveux argentés nommé Harrison Blake, a immédiatement objecté. Votre honneur, ce sont des accusations non fondées faites par une épouse amère cherchant vengeance. Je déterminerai ce qui est fondé et ce qui ne l'est pas, monsieur Blake. La juge Santos le coupa. Mademoiselle Holloway, présentez vos preuves. Pendant l'heure suivante, Patricia et monsieur Chen ont tout exposé, la société Écran Méridien Consulting, les transferts de fonds matrimoniaux, le système de pot de vin avec le cabinet de Richard, les relevés bancaires, les emails, les états financiers. Une piste de documents que Richard avait cru bien cachés. Mais il n'avait pas compté sur mon attention pendant toutes ces années. Le visage de Richard est devenu de plus en plus rouge à mesure que les preuves s'accumulaient. Ses avocats chuchotaient frénétiquement entre eux, se démenaient pour trouver des contre-arguments. Votre honneur, dit Patricia, nous avons également découvert que M. Patterson avait sous-déclaré ses revenus pour éviter des paiements de pension plus élevés. Son revenu annuel réel est d'environ 370 000 $, et non les 200 000 $ qu'il a réclamés. Ce n'est pas vrai, s'écria Richard, se levant à moitié de son siège. Monsieur Patterson. La juge Santos avertit. Contrôlez-vous. Il ne peut pas, dis-je doucement à Patricia. Il perd le contrôle. J'avais raison. Richard se désagrégeait, sa façade soigneusement construite s'effondrait. Puis Patricia appela son témoin surprise. Donald Grayson, le superviseur de Richard au cabinet. Monsieur Grayson, dit Patricia, pouvez-vous informer le tribunal de l'enquête interne récente de votre cabinet sur les activités de Monsieur Patterson? Grayson, un homme distingué d'une 60aine d'années, avait l'air mal à l'aise. Nous avons découvert des irrégularités dans plusieurs comptes gérés par Monsieur Patterson. Des fonds de clients étaient dirigés vers des fournisseurs ayant des liens avec Meridian Consulting. Lorsque nous avons enquêté, nous avons constaté que Monsieur Patterson possédait Meridian. Quelles mesures le cabinet a-t-il prises? Monsieur Patterson a été licencié il y a 3 semaines. Nous travaillons actuellement avec des enquêteurs fédéraux pour déterminer l'étendue complète de la fraude. La salle d'audience éclata. Richard était debout et criait. C'est un mensonge. Donald, tu ne peux pas, ils ne peuvent pas prouver. Asseyez-vous, monsieur Patterson. Le marteau de la juge Santos retentit comme le tonnerre. Mais Richard était au-delà de la raison. C'est un coup monté. Margaret a tout planifié. Elle essaie de me détruire. En exposant vos crimes, demanda Patricia calmement. Ce ne sont pas des crimes. C'est juste. C'est des affaires. C'est compliqué. Elle ne comprend pas. Je comprends parfaitement, dis-je, parlant pour la première fois.
Ma voix était calme, mais elle portait. Je comprends que vous avez volé notre mariage, votre employeur, les clients qui vous ont fait confiance. Je comprends que vous avez prévu de me laisser sans rien pendant que vous commenciez une nouvelle vie avec votre petite amie enceinte. Je comprends que vous pensiez que j'étais trop stupide, trop passive, trop battue pour riposter. Richard me fixa, et pour la première fois, je vis une véritable peur dans ses yeux. Vous m'avez sous-estimé, continuai-je. Vous l'avez toujours fait. J'étais juste la femme au foyer, n'est-ce pas? Juste la femme qui préparait vos repas et élevait vos enfants et maintenait votre vie en douceur pour que vous puissiez vous concentrer sur votre carrière. Vous pensiez que je ne faisais pas attention. Vous pensiez que je n'avais pas d'importance, Margaret. Mais je faisais attention, Richard, chaque jour. Et j'ai de l'importance. Mes contributions ont de l'importance. La vie que j'ai construite a de l'importance, et je ne vous laisserai pas la voler. Vanessa se leva dans la galerie, sa voix stridente. Vous êtes juste jalouse. Vous êtes une vieille femme desséchée qui ne supporte pas que Richard ait trouvé quelqu'un de mieux. Madame Caldwell, dit la juge Santos d'un ton glacial. Une autre explosion et vous serez tenue pour outrage. En fait, elle regarda Patricia. Mademoiselle Holloway. Avez-vous dit que Madame Caldwell est enceinte? Oui, votre honneur. 5 mois. Ce qui signifie. Le ton de la juge Santos était tranchant. La conception a eu lieu alors que Monsieur Patterson était encore marié. Monsieur Blake, je suppose que vous êtes conscient que l'adultère est toujours pertinent dans la répartition des biens dans cet État. Le visage de Blake était cendré. Votre honneur. Étage M. Grayson, ces enquêteurs fédéraux, ont-ils déjà déposé des accusations? Ils s'y préparent, votre honneur. Nous nous attendons à des inculpations d'ici le mois. La juge Santos s'assit en arrière, observant le chaos devant elle. Richard s'affala sur sa chaise, ses avocats en consultation frénétique. Vanessa était devenue pâle, sa main toujours sur son ventre. J'en ai assez entendu, a déclaré la juge Santos. Voici ma décision préliminaire, sous réserve de la documentation finale. Tous les biens conjugaux, y compris ceux cachés dans Meridian Consulting, seront gelés en attendant un audit légal complet. Madame Patterson conservera la possession exclusive du domicile conjugal. M. Patterson paiera une pension alimentaire temporaire de $5 000 par mois. Je n'ai pas $5 000, cria Richard. Alors trouvez un emploi, Monsieur Patterson. Un qui n'implique pas la fraude de vos clients. Les yeux de la juge Santos étaient d'acier. Nous nous réunirons dans 30 jours pour la répartition finale des biens. Mais je vous le dis tout de suite, Monsieur Patterson, vous avez de la chance que ce soit un tribunal civil car si même la moitié de ce que j'ai entendu aujourd'hui est exact, vous aurez affaire aux tribunaux pénaux très bientôt. Elle se leva. L'audience est levée. L'audience finale eut lieu 30 jours plus tard. Pendant ce temps, le monde de Richard s'était complètement effondré. L'inculpation fédérale arriva en premier. Fraude électronique, détournement de fonds, évasion fiscale. 7 chefs d'accusation. Le visage de Richard était passé aux informations locales. La déchéance d'un conseiller financier autrefois respecté. Son cabinet ne l'a pas seulement licencié, mais l'a poursuivi en justice pour dommages et intérêts. Sa licence professionnelle a été révoquée. Vanessa l'a quitté 2 semaines après la première audience. J'ai appris par Jennifer qu'elle avait perdu le bébé. Le stress, a-t-elle affirmé, bien que je soupçonne que le timing était étrangement opportun. Elle était retournée en Californie, postant déjà sur les réseaux sociaux des messages sur son ex toxique et son quasi-échec avec un criminel. Pas de mention de son rôle dans la fraude, bien sûr. Richard a essayé de me joindre plusieurs fois. Appel désespéré, messages vocaux décousus. Margaret, s'il te plaît. Nous pouvons encore arranger ça. J'ai fait des erreurs, mais nous pouvons. Je les ai supprimées sans les écouter entièrement. La salle d'audience était bondée pour l'audience finale. La nouvelle s'était répandue. Les gens aiment voir les puissants tomber. Richard avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Son costume était froissé, ses yeux creux. Il ne pouvait plus se permettre son équipe d'avocats coûteux. Juste un seul défenseur public surchargé depuis que ses biens étaient gelés. La juge Santos a examiné le rapport final du comptable judiciaire. Monsieur Patterson,
au cours de votre mariage, vous avez accumulé environ 1,2 million de dollars d'actifs conjugaux. Vous avez tenté de cacher environ 800 000 dollars de cela par divers stratagèmes. Le tribunal estime que Madame Patterson a droit à sa pleine part des biens communautaires plus une compensation supplémentaire pour votre comportement frauduleux. Elle leva les yeux, son expression sévère. Voici ma décision finale. Madame Patterson recevra le domicile conjugal évalué à 400 000 dollars, avec l'hypothèque à payer par Monsieur Patterson dans le cadre de la répartition des biens. Madame Patterson recevra 65% de tous les comptes de retraite, portefeuille d'investissement et actifs liquides. Cela inclut tout l'argent caché dans Meridian Consulting et les entités liées. L'avocat de Richard a essayé d'objecter, mais la juge Santos l'a coupé d'un regard. De plus, Monsieur Patterson paiera une pension alimentaire de 6 000 dollars par mois pendant les 10 prochaines années ou jusqu'à ce que Madame Patterson se remarie ou décède, selon la première éventualité. Étant donné que M. Patterson est actuellement confronté à des accusations criminelles et n'a aucun revenu, cette pension s'accumulera comme une dette judiciaire. Votre honneur, mon client n'a aucun moyen de payer. Alors il aurait dû y penser avant de commettre une fraude. La voix de la juge Santos était glaciale. Monsieur Patterson sera également responsable de tous les frais de justice de Madame Patterson, qui s'élèvent actuellement à environ 85 000 dollars. Richard et Mien sont étranglés. De plus, continua la juge Santos, compte tenu de la malhonnêteté avérée de Monsieur Patterson et de la gravité de son comportement frauduleux, j'ordonne qu'il lui soit définitivement interdit d'accéder, de contrôler ou de tenter de réclamer une quelconque partie des biens attribués à Madame Patterson. Toute tentative de le faire entraînera des accusations d'outrage. Elle regarda directement Richard. Monsieur Patterson, vous avez tenté d'utiliser le système juridique pour voler votre femme après 43 ans de mariage. Vous avez caché des biens. Vous avez menti sous serment. Vous avez commis une fraude. Ce tribunal ne voit pas d'un bon œil un tel comportement. Considérez-vous chanceux de n'être confronté qu'à des conséquences financières ici. Elle frappa son marteau. Divorce prononcé. Le tribunal est ajourné. Richard resta immobile, fixant le vide. Son avocat rangeait déjà ses affaires, visiblement pressé de s'échapper. Je me levai, lissai ma robe et me dirigeai vers la sortie. En passant devant la table de Richard, il leva les yeux vers moi. Margaret, murmura-t-il. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je m'arrêtai. Pendant 43 ans, j'avais voulu entendre ces mots. Maintenant, ils ne signifiaient plus rien. Je ne le suis pas, dis-je doucement. Parce que si vous n'aviez pas fait cela, je n'aurais jamais appris à quel point je suis vraiment forte. Devant le tribunal, Patricia attendait avec un large sourire. Félicitations, Margaret. Vous avez gagné complètement. Jennifer et Marcus étaient là aussi, me serrant dans une étreinte collective. Maman, tu étais incroyable, dit Marcus. Je suis si fier de toi, ajouta Jennifer, les larmes aux yeux. Mais la vraie victoire est venue 2 semaines plus tard, lorsque le procès pénal a commencé. J'y ai assisté tous les jours, assise dans la galerie, regardant Richard trébucher à travers le témoignage, regardant ses mensonges s'effondrer. Le jury a pris moins de 4 heures pour le condamner sur tous les chefs d'accusation. 5 ans de prison fédérale, restitution complète à son ancien cabinet. Interdiction permanente d'exercer dans le secteur des services financiers. Alors que les marshals emmenaient Richard menotté, il m'a regardé une dernière fois. Je n'ai pas souri, je n'ai pas jubilé. J'ai juste croisé son regard avec une calme certitude. C'était la justice. Une justice réelle, complète, sans compromis. Je m'étais battu pour elle, je l'avais méritée, je l'avais gagnée, et je ne m'étais jamais senti aussi forte de ma vie. Ce soir-là, je suis retourné chez moi, ma maison, légalement mienne maintenant, et je me suis assise dans le jardin où tout cela avait commencé. Les roses que j'avais taillées ce jour-là, lorsque Diane Morrison m'avait appelé pour la première fois, fleurissaient à nouveau, vibrantes et vivantes. J'avais survécu. Plus que cela, j'avais gagné. Richard avait essayé de m'effacer, de réduire 43 ans de partenariat à néant. Au lieu de cela, il s'était effacé lui-même, et j'étais toujours là. 6 mois après le jugement final, j'ai vendu la maison. Je sais que cela peut paraître étrange après m'être battu si fort pour la garder, mais la vérité est que je ne voulais plus y vivre.
Trop de souvenirs, trop de fantômes. L'endroit où Richard m'avait dit qu'il voulait divorcer, où Vanessa s'était tenue dans ma cuisine avec ce sourire suffisant. Je n'en avais plus besoin. J'ai acheté une plus petite maison à la place. Un charmant cottage près du lac avec un jardin 2 fois plus grand que le précédent et une vue sur l'eau depuis la fenêtre de ma chambre. C'était la mienne, vraiment la mienne, achetée avec mon argent du règlement. Personne ne pouvait me l'enlever. Jennifer m'a aidé à déménager et nous avons peint les murs ensemble de bleu doux et de vert, des couleurs qui me rendaient heureuse. Marcus a installé de nouvelles étagères et une banquette près de la fenêtre où je pouvais lire l'après-midi au soleil. C'est parfait, maman, dit Jennifer, reculant pour admirer notre travail. Ça te ressemble. Elle avait raison. L'ancienne maison avait été la nôtre, puis celle de Richard. Ce cottage était le mien seul. J'ai commencé à suivre des cours au collège communautaire. Art, histoire, écriture créative, des choses que j'avais toujours voulu étudier mais pour lesquelles je n'avais jamais eu le temps. J'ai rejoint un club de lecture, je me suis fait de nouveaux amis qui ne savaient rien de mon passé, sauf ce que je choisissais de partager. J'ai voyagé, d'abord une croisière en Alaska avec un groupe de l'église, puis un voyage en Italie avec Marcus où nous avons mangé des pâtes et bu du vin et exploré d'anciennes ruines. J'avais passé 43 ans à faire passer tout le monde en premier. Maintenant, enfin, je me faisais passer en premier. L'argent n'était plus un souci. Le règlement avait été substantiel, et j'avais investi judicieusement, ironiquement, en utilisant tout ce que j'avais appris en observant Richard au fil des ans. Les paiements de pension alimentaire mensuels arrivaient comme une horloge, saisis directement sur tout travail que Richard réussissait à trouver. J'ai même commencé à sortir avec quelqu'un. Rien de sérieux, juste un café ici et là avec un professeur à la retraite nommé Georges, qui me faisait rire et ne me faisait jamais sentir que j'étais trop vieille pour quoi que ce soit. La vie était belle, mieux que belle. Pendant ce temps, la vie de Richard était devenue une histoire édifiante. Il a purgé 3 ans de sa peine de 5 ans, libéré plus tôt pour bonne conduite. J'en ai entendu parler par Jennifer, qui avait maintenu un contact minimal avec lui. Des appels pour les fêtes, rien de plus. Quand il est sorti, Richard a emménagé dans un studio dans un quartier difficile de la ville, le genre d'endroit qu'il aurait méprisé dans son ancienne vie. Il travaillait comme comptable pour une petite entreprise de réparation de chauffage, gagnant une fraction de ce qu'il gagnait auparavant. Chaque mois, une partie de son salaire allait à moi, à son ancien cabinet, à l'IRS. Il avait déclaré faillite, mais les paiements de pension alimentaire n'étaient pas annulables. Il les paierait jusqu'à l'âge de 81 ans. Jennifer m'a montré une photo une fois. Richard avait l'air ancien, usé, vaincu. Ses cheveux étaient devenus complètement gris. Il avait perdu du poids, ses costumes coûteux remplacés par des chemises boutonnées bon marché de magasin à prix réduit. Il a demandé de tes nouvelles, dit Jennifer doucement. Il voulait savoir si tu étais heureuse. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que tu prospères. Je n'étais pas assez vindicative pour me réjouir de la souffrance de Richard, mais je n'en étais pas triste non plus. Il avait fait ses choix. Maintenant, il vivait avec les conséquences. La trajectoire de Vanessa était encore plus raide vers le bas. Après avoir quitté Richard, elle avait essayé de se réinventer à nouveau. Nouveau nom, nouvelle ville, nouvelle cible. Mais son passé avait une façon de la rattraper. Une journaliste d'investigation avait écrit un article sur son schéma de ciblage d'hommes riches. L'article est devenu viral, avec des documents judiciaires, des témoignages d'anciennes victimes et des photos. La veuve noire du club de golf, l'appelait il. La dernière fois que j'en ai entendu parler, elle travaillait dans un centre d'appel au Nevada. Son image soigneusement construite s'était brisée au-delà de toute réparation. Plus de vêtements de créateurs, plus de voitures de luxe, juste les conséquences d'une vie construite sur des mensonges. Parfois tard le soir dans mon cottage au bord du lac, je pensais à la femme que j'avais été 6 mois avant que tout cela ne commence. Timide, incertaine, craignant de faire des vagues. Une femme qui s'était laissée diminuer, qui avait accepté les miettes et appelé cela de l'amour. Cette femme avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort. Quelqu'un qui avait affronté ses pires peurs et avait gagné. Quelqu'un qui avait appris qu'elle valait la peine d'être combattue. Mes enfants ont également vu le changement. Tu es différente, maman, a dit Marcus lors d'une de ses visites.
plus légère, plus heureuse en quelque sorte. Je suis plus heureuse, lui ai-je dit. Pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, je suis exactement là où je veux être. Un après-midi, je travaillais dans mon jardin quand j'ai vu une voiture ralentir dans la rue. Une voiture familière, la berline cabossée de Richard. Il ne s'est pas arrêté, n'est pas sorti, a juste passé lentement en regardant le cottage, en me regardant. Je me suis redressé, j'ai croisé son regard à travers la vitre de la voiture. Je n'ai pas fait de signe, je n'ai pas souri, je suis juste resté là, ma cisaille à la main, entouré de fleurs que j'avais plantées moi-même dans la terre que je possédais. Puis je me suis retourné vers mon jardin et j'ai continué à planter. Quand j'ai relevé la tête, il était parti. Bien. J'avais des roses à entretenir et une vie à vivre. Et contrairement à Richard, j'avais encore un avenir à espérer. C'est mon histoire. Une femme de 68 ans qui a refusé de disparaître discrètement. Que ai-je appris? Que la force ne ressemble pas toujours à un combat. Parfois, elle ressemble à de la patience, de la préparation, à la connaissance de sa valeur et au refus de se contenter de moins. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. Jamais trop tard pour recommencer. Jamais trop tard pour découvrir qui vous êtes vraiment. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous signé ces papiers? Ou auriez-vous combattu? J'aimerais entendre vos réflexions. Et si mon histoire vous a aidé, veuillez la partager.